Bonsoir tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être là. Je m'appelle Bertrand, je travaille chez Hugging Face, donc c'est une boîte qui fait du machine learning. On a pour mission de démocratiser le machine learning pour les développeurs. Ce qui est bien, c'est qu'en plus ce soir, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que dans mon poste d'avant, pendant à peu près 10 ans, j'ai travaillé sur des applications web qui avaient pour vocation, ce qui est assez rare dans le milieu, au final je me suis rendu compte, on avait toujours cette nécessité d'avoir des applications web qui fonctionnent à un certain niveau de manière déconnectée, web et déconnectée. Du coup, ce soir, je voulais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à ça. Alors, on va effleurer le sujet, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, et en plus, je peux être bavard quand le sujet est intéressant. Et on va faire un petit tour de la manière dont moi et mon équipe on a abordé ça, ce qui existe, l'historique, et surtout les outils que vous avez à votre disposition. Ce n'est pas à moi de vous dire comment faire, mais par contre on peut voir à peu près ce qu'on a à notre disposition pour le faire. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ça fait assez longtemps que tous les outils sont là. Vraiment assez longtemps. Alors ils n'étaient pas là partout. Maintenant ils le sont, c'est-à-dire que ça fait à peu près 2 ans ou 3 ans dans l'histoire de la plateforme web qu'on est dans une ère de consolidation. C'est-à-dire que les API sont de plus en plus présentes dans tous les navigateurs. Même Safari arrive à shipper des API, c'est magnifique. Parce que on est passé d'une époque du web documentaire, hein, ça tout le monde le sait. C'est un exemple que j'adore. J'adore Debian, je ne me moque pas d'eux. Hein. Où les sites web ressemblaient à ça. C'était des documents. Alors, c'est accessible. Ça passe tous les tests d'accessibilité, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est juste un ensemble de documents dans lequel on va naviguer grâce à des hyperliens. Donc, vous connaissez tout ça. À un web où, voilà, enfin, on fait des applications, des présentations sur le web, et, on fait des meetings sur le web, on fait tout un tas de trucs fous, du machine learning, on fait des jeux, etc. Quoi. Donc un web applicatif. Le deuxième point important, c'est que dans l'histoire du web, on a vu un revirement. Ouais. On a vu un. En fait, il se déconnecte tout le temps, quoi, en fait. On a vu un. Ah, voilà. On a vu un revirement de l'utilisation. Aujourd'hui, il y a plus d'utilisation sur mobile que sur desktop. Ce n'était pas vrai il y a quelques années. Et là, on est à peu près à du 60-40. C'est-à-dire que 60% des connexions sur le web sont même pas via une tablette, via un téléphone portable. Et ça, c'est vraiment un des facteurs clés dans ce concept-là. Il y a encore 40%, alors on ne sait pas si ça va monter ou s'il y aura un effet de palier, mais on est dans une ère du mobile. L'ère du desktop, elle commence à être derrière nous. Les tablettes, ça n'a jamais marché, mais enfin voilà quoi. Et avec cette nouvelle ère mobile, eh ben, il y a de nouveaux cas d'utilisation qui sont mis en compte. Enfin, dans les avions, il n'y a pas toujours du Wi-Fi, ou alors c'est des trucs payants, ou etc. Dans les trains, il y a encore plein d'endroits sur Terre. Donc quand on parle d'inclusivité, généralement on design nos applications pour nous, c'est-à-dire qu'on va les designer pour des gens qui ont un accès à de la 4G, de la 5G, à des super bonnes connexions type fibre, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde en fait, et même pas forcément partout dans le monde. En France, à la campagne, il y a des endroits où les gens ont des mauvaises connexions, quoi. Et ça peut arriver. Et le cas d'utilisation le plus fréquent, bah, c'est le dernier, quoi. On se fait déconnecter quand on va aux toilettes. Et on peut, c'est à vous de juger quand vous faites vos applications. Moi, j'ai eu un cas où on travaillait, on faisait des tests de compétences, et c'était par exemple passer le bac dans d'autres pays. Bien entendu, quand l'épreuve a démarré du bac, ou d'autres tests, vous ne voulez pas que vos utilisateurs aient une page, un petit dinosaure au milieu du navigateur, quoi. Enfin, vous allez tout faire pour que ça n'arrive pas. Et
nous, c'était vraiment notre cas d'utilisation. Après, à vous de trouver le vôtre, en disant, bah voilà, moi, mon application, elle nécessite Internet, bon, tant pis, mais à vous de voir quelle est votre cible d'utilisateur et ce que vous voulez faire. En gros, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. C'est vraiment en fonction de l'investissement que vous voulez mettre dedans et le résultat que vous voulez avoir. Ça demande quand même pas mal de travail. Donc, enfin voilà, les solutions, c'est, vous pouvez dire, moi je fais un site web, bah, c'est un site web, il faut, quand on rentre l'URL, pouvoir être connecté. Donc on va pouvoir dire, bah, je me repose sur le protocole HTTP, s'il n'y a pas de connexion, le navigateur montrera qu'il n'y a pas de connexion. Une solution, c'est d'aller vers des plateformes propriétaires, mais ce n'est pas pérenne, ou pas forcément. Et après, chacun fait ses choix. Mais voilà, moi, dans mon cas, on a vraiment misé sur la plateforme web parce que c'est des standards ouverts, interopérables, etc. Une autre solution, c'est d'embarquer les déconnexions chez vous en disant, bah, dans mon app, dans mon application web, je vais dire, ah, vous êtes déconnecté, je vous garde un petit contexte, peut-être que je vous garde quelques données, et si la connexion elle revient, je vous remettrai quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai offline, ça n'existe pas. Même avec une app native, vous avez besoin de la télécharger à un moment donné, votre application. Le jour où, dans Spotify, quand vous téléchargez de la musique offline, ça veut dire que vous l'avez téléchargée à un moment donné. Vous avez été en ligne à un moment donné pour avoir cette application. Donc, ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Vous allez être en ligne à un moment donné, et vous pouvez être hors ligne à un autre moment. Et à vous de juger quels sont ces moments clés. Le moment où vous pouvez être en ligne, nous, on fait passer des tests, le bac, des tests professionnels. Au début du test, avant que le test démarre, on s'assure avec une connexion que tout est là. Et une fois que le test avait démarré, on pouvait supporter des déconnexions. Donc voilà, le principe, c'est à vous de définir votre stratégie qui va, bah, comme on l'a dit, vous en fichez, ce n'est pas votre problème, ou votre application nécessite une connexion. C'est un site web, c'est une application ultra connectée, et de toute façon, elle ne marchera pas s'il n'y a pas de connexion, parce que j'en sais rien, moi, ça nécessite des connexions tiers, etc. On peut mettre en place des principes de résilience, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des petites déconnexions? Est-ce que, j'en sais rien, on est chez Swan, imaginez, vous complétez un formulaire, vous mettez votre numéro de carte, il y a votre truc 3D Secure au milieu, bam, pas de connexion. C'est un peu dommage, par exemple, de devoir tout recommencer, avec toujours cette friction qui est créée pour l'utilisateur sur est-ce que ça a marché, est-ce que mon compte en banque va être débité, etc., etc. Ensuite, vous pouvez mettre en place des scénarios plutôt déconnectés, c'est-à-dire, à un moment donné, vous êtes en ligne, vous supportez une phase complète de déconnexion, et qui va nécessiter, j'en sais rien, pendant un temps donné, un certain nombre d'actions. Votre application, elle tourne sur le front, vous allez pouvoir continuer à faire un certain nombre d'actions, emmagasiner des données, et ensuite les synchroniser vers le serveur dès que la connexion revient, ou vraiment avoir une méthodologie pure offline, c'est-à-dire on télécharge tout une fois, on est sûr que les prochaines fois l'application marchera, peu importe la connexion qu'il y a. C'est bien le micro, ça me fait travailler les doigts. Ensuite, voilà, il faut définir votre cible, sachant que si vous faites du web, votre site principal maintenant c'est le mobile. Ou en tout cas, peut-être que vous avez une cible différente, j'en sais rien moi, des développeurs, des gens dans des bureaux, qui eux sont sur du desktop. Mais la cible principale maintenant c'est le mobile. Donc vous connaissez aussi tout ce système de Progressive Web Application. Donc les Progressive Web Applications, c'est des applications web qui auraient des fonctionnalités
presque comme celle des applications natives, avec ce côté progressif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas certaines fonctionnalités, c'est pas grave, ça fonctionnera toujours. Et dans ces progressive web applications, donc, qui sont vraiment dessinées pour le mobile, la plupart des OS qui les supportent correctement, c'est sur Android et iOS, je ne sais même pas. Mais voilà, c'est ce principe du progressive enhancement. Le support est plus ou moins bon, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le principe de, voilà, si l'utilisateur a la fonctionnalité pour être offline, par exemple, et ben, utilisez-la. S'il ne l'a pas, bah, tant pis pour lui, mais il aura une fonctionnalité dégradée, par exemple, le côté progressif. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Et c'est tout petit, je suis désolé, mais je vais expliquer. Le plus important pour tout, et nous, là où il y a eu le plus de problèmes, c'est pas vraiment ni sur la technologie, ni sur les outils, mais c'est sur l'architecture de l'application. Peu importe, en fait, c'est très simple. D'un côté, vous avez votre application qui est en ligne, et de l'autre côté, vous avez votre application qui est hors ligne. En ligne, ça veut dire que vous avez accès au web, donc à un CDN, à un service de serveur, à des services tiers, etc. Offline, vous avez accès uniquement à votre navigateur. Et comment vous allez passer de l'un à l'autre, c'est là où est la clé de votre architecture. Un petit conseil, essayez de faire du stateless. Tout doit être sans état, sinon ça va être très compliqué de synchroniser des données si vous avez un état, par exemple, conservé côté serveur. Là, ça va. C'est possible, mais ça va être vraiment des grosses prises de tête. Voilà, on va parler un petit peu des outils qui sont disponibles. Il y en a qui sont disponibles depuis très très longtemps. Celui-là, c'est le AppCache Manifest. Avant, on pouvait déclarer un manifeste de toutes les ressources qu'on souhaitait avoir offline, en fait. Ça existe depuis très longtemps. C'est supporté à peu près partout. C'est juste déprécié et vraiment difficile à utiliser. Il y avait des petits hacks, par exemple, mettre le numéro de version en commentaire pour que le navigateur puisse invalider le cache du cache manifeste. Enfin, voilà, quoi. C'était un peu difficile, mais ça marchait. C'est-à-dire que toutes les ressources que vous listiez, elles étaient mises en cache offline dans le navigateur, dans le cache du browser, et elles étaient servies ensuite. Et après, vous pouvez dire network, voilà, ça c'est ce qui passe sur le network avec des principes de fallback, etc. Le vieux frère du service worker, quoi. Une API très simple, elle marche partout, elle marche très très bien même. Sous Linux, vous débranchez votre câble Ethernet, vous avez votre événement sur la plupart des navigateurs. Ça marche sous Chrome, sur les mobiles ça marche très bien aussi. Vous pouvez détecter à quel moment votre navigateur passe en ligne ou hors ligne. Alors ça marche plutôt sur le côté, voilà, je coupe le Wi-Fi, il n'y a plus de Wi-Fi, j'enlève le câble Ethernet, ou je mets mon navigateur en mode offline. Là, tous les navigateurs ont cette option Work Offline. Donc vous pouvez le faire, ça marche très très bien. Quelque chose que j'aurais aimé qui marche, c'est ça. Il y a une API aussi de réseau. Elle est standardisée, elle est dans la plateforme web. Il n'y a que Chrome qui la supporte pour le moment. Il n'y a que Chrome qui la supporte pour le moment, malheureusement. Et ça donne accès à tout. Votre débit, le type de réseau, etc. Donc c'est vraiment super. Malheureusement, il n'y a que Chrome qui la supporte. J'espère que ça va arriver ailleurs très vite. Ça, vous connaissez, Fetch et XHR. Nous, on l'a utilisé beaucoup, juste pour cette simple ligne, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit trick. Quand le statut code de la réponse est égal à 0, il y a deux cas possibles. Soit vous êtes hors ligne, c'est-à-dire que votre site web n'a pas pu contacter votre serveur. Donc vous faites une requête fetch toute conne, et ensuite vous récupérez le statut. Si c'est 0, vous savez que vous êtes soit hors ligne, soit qu'il y a un problème de cross-origin. Voilà. Donc c'est les deux cas possibles. Et vous avez à peu près la même chose avec les WebSockets. Ça marche très bien aussi. L'avantage des WebSockets, c'est que vous pouvez aussi très vite calculer les reconnexions. Donc vous ouvrez une WebSocket, vous regardez quand elle est fermée, si c'est ce code-là, vous êtes très certainement offline, et vous pouvez ensuite réécouter un événement type open,
et vous savez que vous êtes online. Vous couplez les deux, en fait, ça et l'API online-offline, et vous avez presque une méthode quasiment sûre pour détecter les changements de connexion. Ensuite, le Saint Graal pour les applications offline, ce sont les service workers. Je pense que vous connaissez tous, ou vous en avez entendu parler. Les service workers sont des workers, donc ça, un processus qui tourne à côté du thread principal du navigateur. Celui-là est particulier dans le sens où il vous donne accès à des API supplémentaires. C'est ça un service worker. Il vous donne accès à quelques API supplémentaires, dont une API qui va tout changer. Il vous donne accès directement, de manière programmatique, accès au cache de votre navigateur. Et c'est là où vous allez pouvoir implémenter des stratégies, notamment pour fetcher les ressources de base. Alors ça, c'est facile. Vous allez fetcher vos images, vos style sheets, vos bundles JavaScript. Mais vous allez aussi pouvoir fetcher tout ce que vous voulez. Et surtout, vous allez pouvoir mettre en place des types d'implémentation où on va faire des proxys. Quand on est en ligne, on va faire un proxy entre le réseau et le navigateur, mettre les choses en cache, et ensuite, dès qu'on est offline, on va pouvoir les resservir. C'est aussi la porte d'entrée pour une autre API qui est l'API de synchronisation background, qui est très mal supportée aussi, qui va permettre de synchroniser les données toute seule aussi. Enfin, c'est la promesse qui est faite, c'est pas encore bien implémenté. Si vous le faites vous-même, le service worker, il y a quelques petits pièges dus à un cycle de vie qui est un peu complexe. C'est-à-dire que vous le faites une fois, ça va fonctionner, mais ensuite, quand vous allez mettre à jour votre application, il va falloir mettre à jour votre service worker, il va falloir mettre en place des stratégies d'invalidation. Et vous le savez, il n'y a que deux choses difficiles en informatique, c'est nommer ses variables et invalider des caches. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est bien connu. Et du coup, là, vous avez un des deux cas. Donc, il y a des techniques qui sont documentées. On va créer un cache nommé avec des versions old school, cache machin V1 ou trouver une nomenclature comme vous voulez, et on va pouvoir injecter dans le cache. Et si vous devez mettre à jour le service worker lui-même, qui lui est aussi en cache dans le navigateur, il va falloir aussi jouer avec ce cycle de vie. Et c'est là où vous pouvez avoir des problèmes. Votre application en prod, vous voulez mettre à jour le service worker lui-même. C'est là où ça devient un peu plus technique. Il propose l'API de synchronisation background, mais voilà, elle est très très mal supportée. C'est assez simple. Vous enregistrez une fonction, une fonction asynchrone, qui va être appelée en background quand en fonction du réseau. Donc tout ce qu'on a vu avant, regardez, c'est online, offline, le service worker va le faire tout seul, enfin cette API va le faire tout seul, en background dès qu'il y aura du réseau. Mais c'est pareil, Chrome et Echo only. La deuxième grosse partie des applications offline, c'est où vous allez stocker non pas vos ressources, donc mettre en cache des ressources, on pouvait le faire même avant les service workers, c'est-à-dire qu'avec du HTTP, on sait mettre des choses dans le cache du navigateur, avec un cache control, avec un max edge, etc. On va pouvoir dire, voilà, ma ressource, elle va être en cache du navigateur pendant tant de temps. Le deuxième pan de ça, c'est les données. Vous avez une application, vous voulez mettre des données pour une utilisation offline, il va falloir les stocker quelque part. Première chose qui vous vient à l'esprit, c'est les web storage, session storage, local storage, etc. C'est pareil, ça marche bien. On peut stocker beaucoup de volume maintenant. Mais voilà, c'est des formats très raw, donc c'est du clé-valeur. Le deuxième outil miracle, c'est définitivement IndexedDB. L'API est imbuvable, mais il y a des abstractions. Vous pouvez construire la vôtre, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste que voilà, c'est fait avec des événements, on récupère des instances, il y a encore du ZIS dans des contextes et tout, donc c'est vraiment particulier. Mais vous avez dans le navigateur une base de données transactionnelle qui est un document de storage. Donc vous allez pouvoir
enregistrer des documents complets, les récupérer, c'est transactionnel, donc généralement, il n'y a pas de problème de concurrence, etc. Et surtout, vous allez pouvoir en mettre une sacrée flopée. Les navigateurs, maintenant, ils n'ont plus de limite, où les quotas, c'est la moitié de votre espace disque, moins 2 gigas, ce genre de règle. Et il y a une API, voilà, faut les connaître, les navigateurs, mais même sur les mobiles, en private browsing et tout, maintenant, ça marche plutôt bien. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait quand même un fallback. Si IndexedDB, il y avait un problème de quota ou n'était pas disponible, on repassait tout de suite vers du local storage. Donc voilà, il y a une API de quota, vous pouvez savoir combien il reste sur l'ordinateur de la personne. Les données, on ne stocke pas de données sensibles, bien entendu, surtout si c'est des ordinateurs qui vont être partagés. Après, c'est stocké par domaine. Donc, c'est là où les polices d'origine font sens aussi. On va stocker par domaine les données. Juste pour finir, je vais citer quelques outils qui peuvent vous permettre de le faire sans vous prendre la tête. Le premier, le plus vieux d'entre eux, ça s'appelle PouchDB. Ça permet de synchroniser. Il y a aussi ce principe de synchronisation offline entre CouchDB, qui est une base de données de documents, qui est un service au final, vous l'exploitez comme un service, qui va permettre de synchroniser dans le navigateur une base de données du navigateur vers une base de données distance. C'est PouchDB. La deuxième, qui est propriétaire, par contre, là, il faut vouloir implémenter une API propriétaire, c'est Firebase, donc, qui est fourni par Google et Google Cloud. Par contre, c'est la meilleure. Clairement, ça fait tout directement. Pour les service workers, il y a un petit outil qui s'appelle Workbox. Vous allez voir le site web, c'est très bien fait. Il vous dit quelle stratégie vous voulez. Faire du proxy, du offline, du machin. Il va vous proposer des configs toutes prêtes de service worker. Il y a des intégrations avec Webpack, avec Rollup, etc. C'est un super outil, je vous le conseille. J'ai loupé une image. C'est pas grave. Il y a des outils aussi pour les bases de données dans le navigateur. Donc, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec IndexedDB, le local storage, il y a des abstractions, il y en a plein en fait, il y en a vraiment plein. Vous pouvez avoir des mini Mongo, un petit Mongo qui tourne dans le navigateur, après vous le synchronisez. Il y a LevelDB pour ceux qui ont fait du Node, il y a des implémentations de LevelDB sur IndexedDB. Donc, vous pouvez avoir du LevelDB dans le navigateur, etc. Certaines en plus ont des API très sympas, c'est facile à utiliser, gestion des quotas, gestion des documents, et voilà. Et c'est tout, on arrive à 21 minutes. Merci beaucoup, et si vous avez des questions, on peut parler tout à l'heure. Good luck avec le micro. Est-ce qu'on a une ou deux questions peut-être? Attends, peut-être. Ouais. J'allais partir et en fait... On va faire deux questions. Ouais. S'il y a des mains qui se lèvent. Vous voulez que je répète la lumière en fait? Ok, bah, merci beaucoup. Il y a monsieur... Parle fort. Est-ce que ça marche vraiment bien? Alors, en fait, professionnellement, on a fait passer, on a utilisé ça pendant à peu près 10 ans sur des trucs de très haute, à très grande échelle, c'est-à-dire millions de connexions, notamment pour des tests d'État, dans certains États, où on fait passer des bacs, des choses comme ça. Et on n'avait vraiment pas le droit à l'échec. Et quand on a des très très grandes échelles, c'est-à-dire des millions de connexions, on a tout, des problèmes d'extension dans les navigateurs. On a le gars qui utilise un navigateur, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas entendu parler, etc. On a tout. Et on a eu, je crois qu'on n'a jamais eu de problème avec, par exemple, IndexedDB. Aucun problème, jamais. On a eu quelques problèmes de synchronisation de données, mais c'était plutôt dû à nos API côté serveur, avec des problèmes d'état, de synchronisation des données. Ça se mettait offline, online, ça resynchronisait quelque chose, et les deltas n'étaient pas forcément bien calculés. Voilà. Donc,
le plus important au final, c'était pas forcément le côté web, c'était le côté architecture de l'ensemble, ou l'architecture des données, etc. C'est là où, par exemple, Firebase fait ça tout seul. C'est-à-dire qu'il va calculer lui-même les deltas, il va mettre des locks s'il y a besoin de mettre des locks, etc. Firebase, ça marche. Voilà. Je voulais rebondir sur l'architecture. J'ai l'impression que c'est quasiment impossible de faire de l'offline first sans être une SPA, avoir vraiment un app shell comme une app native. Et des fois, il y a des personnes qui parlent de faire de l'offline dans une PWA sans forcément faire de la SPA. Moi, j'ai pas l'impression que c'est hyper facile de le faire quand on a du HTML qui mélange déjà le template et la donnée. Il faut vraiment avoir quelque chose qui est séparé. Mais est-ce que toi, tu as des exemples, tu as vu ça en place ou pas? Alors, faire de l'offline sans être une SPA? Alors, nous, on ne le faisait pas en SPA, mais comme Zelkit, en MPA, c'est-à-dire il y a plusieurs pages, etc. Mais par contre, quand on chargeait une page, on pouvait la recharger côté client. Et effectivement, le prérequis pour ça, c'est de pouvoir tout faire tourner côté client. C'est vraiment un prérequis. Sinon, le gars, il recharge sa page et c'est fichu, en fait. Donc, le prérequis, c'est d'avoir vraiment quasiment l'intégralité des règles métiers côté client. Et l'application qui tourne côté client complètement. Ouais. Donc, on peut avoir du serveur side rendering, mais derrière, ça doit être autonome aussi. Donc, ça revient au principe de ce qu'on va investir pour arriver à ce résultat-là. Ouais. est-ce que vous avez des stats sur combien d'utilisateurs utilisaient vraiment Je pense qu'on en a eu. Alors, je ne travaille plus dans cette boîte-là, je ne sais pas si j'ai le droit de les dire, mais on a eu des zones géographiques où c'était une très forte propension. En fait, on le savait d'avance, ils avaient des connexions terribles. Terribles. Donc, en plus, c'était des cas d'utilisation où il y a plein de personnes qui utilisent au même moment. Donc, des gros pics d'activité. Tout le monde arrive à 9h, tel jour, à telle heure, et tout le monde utilise. Donc, les connexions, si elles étaient existantes, elles n'étaient pas forcément de bonne qualité, et ça créait des fois des problèmes d'accès aux données. Et on passait tout de suite en mode offline. Donc on avait aussi des stratégies, par exemple, au départ on avait mis des heartbeats sur les serveurs pour voir à quelle fréquence c'était, si la fréquence ralentissait, etc. Donc des trucs un peu poussés, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de faire ça au final, et rester sur ce que la plateforme web propose, c'est pas mal, quoi. Ben, Super. merci beaucoup. On peut en parler après si vous voulez.